Bonjour, bienvenue sur Expat United. Je suis Florence d'Expat United. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'expatriation. Je suis vraiment ravie d'avoir avec nous Monsieur Brunin, donc qui est le délégué général de l'UCIF. Il vous en dira un petit peu plus sur le rôle de l'UCIF, ce qu'est l'UCIF tout à l'heure. Donc le sujet de notre rendez-vous de l'expatriation, entreprendre à l'étranger, c'est possible. Entreprendre, c'est un mot que j'ai appris il y a un peu plus d'un an grâce à Expat United. Donc j'ai compris la signification. C'est entreprendre, c'est une aventure passionnante, boostante, qui à la fois nous donne plein d'énergie et en demande également beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis ravie de parler de ce thème aujourd'hui, que je suis assez admirative en fait de tous ces entrepreneurs qui osent se lancer en créant leur entreprise. Alors avec en plus la notion de se lancer dans un pays étranger avec toutes les règles, etc. Alors là, j'ai envie de tirer mon chapeau bas et voilà, je suis donc ravie. J'espère qu'on aura des partages d'expériences d'entrepreneurs. Je sais que vous êtes nombreux à être déjà expatriés aujourd'hui, donc je pense qu'on a des entrepreneurs avec nous, et donc j'espère que vous serez nombreux à partager votre expérience. Et bien sûr, on répondra également à vos questions. On a aussi normalement, et vous pourrez du coup le signifier dans la zone de chat, on a avec nous en fait des représentants de chambres de commerce à l'étranger, donc n'hésitez pas si vous êtes là à vous présenter dans la zone de chat, comme ça on pourra éventuellement aussi vous faire intervenir pour répondre à des questions plus précises concernant des problématiques locales. Et écoutez, moi j'ai fini de parler, je laisse donc la parole à Monsieur Brunin. Monsieur Brunin, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à Paris, bonjour au monde entier. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Un grand bonjour à tous et à tous. Bonjour à ceux que je vois, bonjour à ceux que je ne vois pas et ceux qui ne pourraient que m'entendre. C'est pour moi à titre personnel, mais aussi pour l'Union des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger, dont je suis le délégué général, une vraie grande première. Donc chapeau, merci de nous accueillir. Vous parliez d'entreprendre, ce que vous faites c'est du véritable entrepreneuriat et j'espère qu'on pourra célébrer ça un jour tous ensemble. Je suis vraiment très heureux aussi de pouvoir partager avec vous et vous donner la parole sur cette expérience de l'entrepreneuriat à l'étranger. Entreprendre à l'étranger, oui c'est possible. Entreprendre, s'implanter à l'étranger, vivre à l'étranger, oui c'est possible. Et parfois, je vais me permettre un petit commentaire personnel. Il y a quelques semaines, j'étais à Hong Kong et je disais à nos collègues directeurs des CCI françaises à l'étranger, heureux êtes-vous, vous qui n'êtes pas en France à l'heure actuelle, parce que le débat politique, les difficultés économiques, tout ça, je peux vous assurer, on voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et vous, les entrepreneurs qui êtes à l'étranger, vous avez une capacité extraordinaire de voir ce verre au contraire plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'est vraiment une possibilité effectivement que de s'implanter à l'étranger, que vivre à l'étranger, vivre et travailler à l'étranger. Oui, c'est possible. Il y a plus de 2 millions de Français qui aujourd'hui sont nos compatriotes français résidant à l'étranger. C'est bien pour ça que on a créé dans le gouvernement français un poste de secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Et ces 2,2 millions de Français vivant de par le monde, c'est un chiffre qui est très probablement sous-estimé, parce que vous le savez, quand on arrive dans un pays pour une durée certaine, on va au consulat de France, on fait les formalités d'inscription, d'enregistrement auprès du consulat pour récupérer sa carte consulaire. Ça permettra à ceux qui l'ont fait de voter dans quelques semaines. C'est aussi en cas de problème de sécurité, en cas de problème social, le moyen de bénéficier d'un certain nombre de facilités ou de solutions. Et bien entendu, beaucoup de Français vivent à l'étranger et ne sont pas enregistrés. Donc ce chiffre de 2,2 millions, il est probablement très largement sous-estimé, peut-être à hauteur de 500 000 Français supplémentaires. Et puis cette appétence, cet appétit pour
partir à l'étranger, entreprendre à l'étranger. On l'a encore touché du doigt il y a quelques jours avec un sondage qui a été fait auprès notamment de jeunes diplômés d'universités et d'écoles. C'est que 21% des jeunes Français interrogés dans l'enseignement supérieur se sont dit prêts à quitter la France, prêts à partir justement tenter une aventure professionnelle à l'étranger. Et ce sondage, c'est 21%, je crois que c'est un chiffre tout à fait considérable. C'est une preuve de dynamisme, c'est une preuve d'un état d'esprit totalement nouveau aujourd'hui chez beaucoup de jeunes Français, avec cette ouverture sur l'international, cette ouverture sur l'étranger. Et c'est, je crois, quelque chose de tout à fait considérable. Un autre exemple de cette appétence, de cet appétit pour partir aujourd'hui, tenter sa chance, créer sa propre aventure à l'étranger, c'est le nombre de Français qui arrivent à Hong Kong. Tous les mois, 115 Français arrivent pour s'installer à Hong Kong. Là aussi, 115 Français tous les mois, c'est un chiffre considérable. Il y a bien entendu des représentants d'entreprises déjà existantes, créées en France, qui vont développer leur activité sur le marché hongkongais et à partir de là sur la Chine. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont créé une petite structure en France et qui vont aller développer en Asie. Beaucoup de jeunes qui vont aller créer une structure directement en Asie et à Hong Kong en particulier. Donc vous voyez, à partir de ces quelques éléments, parfois un peu quantitatifs, on voit bien qu'il y a des profils très différents dans cette communauté de Français résidant à l'étranger, cette communauté liée à l'entreprise et à l'entrepreneuriat à l'étranger. Des profils différents, on a des Français implantés de très longue date dans un certain nombre de pays. Je vous donnerai l'exemple du Maroc, qui est très proche de nous, mais vous avez des familles françaises implantées au Maroc depuis le début du XXe siècle, des Français arrivés parfois de Madagascar, parfois de France au début des années 1900, et dont certains sont encore présents aujourd'hui, et qui ont véritablement créé des entreprises, créé de l'activité économique, de l'activité commerciale, et on connaît tous les uns et les autres ce type d'expérience. Des Français donc implantés depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années, et puis des Français comme vous probablement, comme certains d'entre vous, qui ont fait ce choix d'y aller, mais un peu plus récemment, tenter leur chance, et on va revenir sur cet aspect-là dans quelques instants. Et puis il y a tout le corps des expatriés. Le corps des expatriés, ce que moi j'appelle le corps des expatriés, c'est où ce sont des représentants des grands groupes. Mais quand on dit représentants des grands groupes ou représentants des entreprises françaises de France, ça peut être des directeurs généraux, ça peut être des directeurs commerciaux, ça peut être des responsables financiers, ça peut être des directeurs commerciaux, des responsables de clientèle. Ça constitue aussi une présence tout à fait considérable. Et puis je verrai peut-être un dernier aspect, un dernier élément dans cette diversité des profils. Ce sont ceux qui, comme je le disais, vont avec leur pécule, avec leurs propres ressources et réserves financières, tout simplement vont investir sur leurs fonds propres, sur leurs fonds personnels. Et donc dans le cadre de cette petite intervention que je vais essayer de faire quand même la plus interactive possible, on va essayer de balayer ce que l'on peut vous apporter, les difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer, et puis partager avec vous et vous donner la parole sur les réponses qui peuvent vous aider pour régler les difficultés que vous avez ou que vous allez probablement rencontrer. Comme je le disais il y a quelques instants, nous connaissons tous des exemples de réussites remarquables de Français qui sont partis. Si je voulais prendre une image un peu caricaturale, leur valise sous le coude, leur valise en carton sous le coude, et tenter leur chance au Maroc, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis, et qui ont, même en Europe d'ailleurs, et qui ont rencontré ou créé de réussites remarquables. On connaît tous des restaurateurs fantastiques, des chefs de cuisine, des pâtissiers, des chefs d'entreprise dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services, de l'hôtellerie, de la publicité, qui ont de la décoration, qui ont tous créé des structures à Singapour, je pense à quelqu'un en particulier sur la décoration, à Oslo, je pense à
un jeune pâtissier qui fait véritablement un tabac avec ses macarons à Oslo et en Norvège, dans de très nombreux pays, à Casablanca par exemple, ou à Rabat, mais c'était encore un exemple montré à la télé il y a quelques jours en France, un cuisinier français ou des cuisiniers français qui à Sydney ont créé de véritables institutions. Tous ces exemples formidables de réussite, ce sont pour nous autant de leçons que l'on peut essayer de tirer, autant d'expériences qui sont intéressantes à partager et qui sont extrêmement enrichissantes. Parce que chacune de ces histoires est différente, chacun ou chacune des raisons qui ont poussé éventuellement ces entrepreneurs à partir et sont probablement différents, et chaque situation, chaque cas, chaque réussite, chaque échec éventuellement est un cas particulier et mérite d'être raconté et mérite d'être regardé. Et puis je voudrais quand même profiter de cette occasion pour dire que vous tous qui êtes justement à l'étranger, entrepreneurs, expatriés, quelle que soit votre situation, vous participez à quelque chose qui est absolument formidable, que beaucoup de pays, d'une certaine façon, nous envient, c'est le rayonnement de la France. Le rayonnement de la France, ça n'est pas que le corps diplomatique, ce ne sont pas que les ambassadeurs, ce ne sont pas que les attachés dans les ambassades ou dans les lycées français ou dans les instituts français, c'est vous tous qui travaillez à l'étranger, vous tous qui portez l'image de la France, de son savoir-faire, de sa culture, de sa langue, de sa dynamique, et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors j'ai pas du tout la prétention de vous donner une liste des choses à faire et des choses à ne pas faire, les don'ts de entreprendre à l'étranger, parce que comme je le disais, chaque cas est véritablement particulier. Les réglementations entre Singapour, Hong Kong, le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Maroc sont forcément extrêmement différentes. Et c'est dans le pays même où où vous pourrez avoir accès à ce qui va faire le cœur de l'information. Donc j'ai pas du tout la prétention de vous donner cette liste des 12 et des don'ts, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Je voudrais juste partager avec vous quelques règles ou quelques réflexions, quelques éléments de constante que l'on peut constater. Le premier point ou la première chose, c'est que partir entreprendre à l'étranger, je crois que ça ne peut pas être et ça ne doit pas être une fuite en avant. C'est pas, je me dis, je n'y arrive à rien en France, c'est vraiment, c'est bouché, je vais pas m'en sortir, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, donc je pars à l'étranger. Bien sûr, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup de marchés ou beaucoup de pays à l'étranger sont plus ouverts aujourd'hui que nous ne le sommes aujourd'hui en France, mais ça ne peut pas être une fuite en avant, ça ne peut être que un projet, ça ne peut être qu'un choix stratégique, ça ne peut être qu'une décision personnelle, collective, mûrement réfléchie, parce que les conséquences de cette décision, les conséquences de ce choix vont être extrêmement importantes, diverses, variées, mais vont toutes peser de façon extrêmement lourde. Donc ça ne peut pas être une fuite en avant, et pour ceux qui seraient tentés de partir dans un pays qu'ils pensent connaître, parce qu'ils sont allés en vacances en se disant je trouve pas de boulot en France, je vais partir au Maroc, en Tunisie, au Chili, au Brésil, et puis je vais voir ce que je peux y faire, c'est clairement pas la meilleure situation de départ. Le Brésil aujourd'hui a une politique extrêmement restrictive, le Canada aussi, en matière d'accueil d'étrangers. Tout simplement parce que tout le monde sait que la situation en Europe est compliquée et que les pays où la croissance est de 7-8%, ces pays-là, qui ont aussi des problèmes sociaux, ne veulent pas en plus avoir à traiter les problèmes sociaux que les populations expatriées européennes pourraient leur envoyer ou leur venir rajouter plutôt à ce qu'ils ont déjà à gérer. Donc aujourd'hui, aller s'implanter sans un projet, sans des fonds relativement importants, au Brésil ou au Canada, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc c'est véritablement être dans une dynamique, dans un véritable projet, parce que entreprendre c'est difficile en France, c'est pas plus forcément facile
à l'étranger, il y a aussi des contraintes, il y a des règlements, il y a des réglementations, il y a des codes, il y a des règles. On n'est plus aujourd'hui quasiment nulle part dans le monde. Il y a peut-être encore une ou deux exceptions et encore, mais on n'est plus nulle part dans le monde dans des situations entre guillemets de Far West où j'arrive et je fais ce que je veux. Non, il y a des règles, des réglementations à appliquer, des codes du travail, des codes de l'investissement à appliquer et à respecter. Donc ça ne peut pas être une fuite en avant, ça doit être un choix stratégique, ça doit être un vrai projet qui peut s'appuyer sur une opportunité un peu spontanée, mais qui va demander, qui devra être formalisée et qui, comme je le disais, va être très exigeante sur les qualités personnelles de l'entrepreneur, comme sur les qualités professionnelles, et ça va également demander des efforts personnels, des efforts familiaux, des efforts de l'ensemble de l'environnement. Partir seul, c'est jamais facile. Partir en famille, ça peut aussi être extrêmement compliqué. On emmène avec soi femme, enfant, ou c'est le mari qui suit son épouse qui prend un poste à l'étranger. Donc ce sont des choix et ce sont des conséquences qui sont importantes à avoir présent à l'esprit. Les qualités personnelles, je suis certain que vous les mesurez bien, vous les avez toutes les uns et les autres. C'est une très grande capacité d'adaptation, c'est très souvent une très grande capacité de travail, c'est une capacité d'investissement, d'énergie tout à fait considérable. C'est savoir tenir, avoir de la résistance physique, de la résistance psychologique et également, parce que confronté à la difficulté, il faut savoir tenir. Un projet, ça ne se concrétise pas sur du court terme, ou en tout cas très rarement. Il faut se donner parfois plusieurs années avant de pouvoir effectivement arriver à dire ah ça y est, j'ai atteint mon objectif, j'ai créé ma société, ça marche, je peux en vivre. Donc il faut avoir cette constance, il faut avoir cette force de caractère, il faut avoir cette capacité d'adaptation et il faut avoir également cette possibilité de tenir et d'affronter les difficultés. Des qualités personnelles donc extrêmement fortes, extrêmement grandes. Des qualités professionnelles aussi. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, dans la majorité des pays, on veut de la qualité. Et on ne va pas à l'étranger pour faire de la mauvaise qualité et on ne va pas à l'étranger pour faire de la mauvaise qualité française. Les macarons de notre ami pâtissier à Oslo, la qualité de nos chefs de cuisine, de nos restaurateurs à Sydney ou à Casablanca sont de véritables qualités professionnelles, de très grandes qualités professionnelles qui ont su peut-être profiter, bénéficier d'une dynamique plus forte, d'une ouverture d'opportunités plus importante que ce qu'il n'aurait eu ici en France, mais on est sur de bons produits, on est sur de très bons savoir-faire, on est sur une vraie valeur ajoutée professionnelle des uns et des autres. Puis j'évoquais les efforts de la famille, les efforts de l'environnement. C'est très clairement aussi pour l'épouse ou l'époux. C'est pas que les hommes qui partent créer à l'étranger ou entreprendre à l'étranger, il y a aussi des femmes qui partent et beaucoup de femmes qui partent et qui sont chefs d'entreprise à l'étranger. Pour ceux qui les accompagnent, les enfants, le conjoint, c'est la nécessité de pouvoir faire montre de grande capacité d'adaptation à un environnement différent, à une langue qui peut être éventuellement différente, à des habitudes de consommation qui seront différentes. Et donc là, c'est une épreuve parfois pour la famille, une épreuve parfois pour le couple. Et donc là aussi, capacité à résister, capacité à partager et très grande capacité d'adaptation. Tout ça, ça veut dire qu'il y a nécessairement une préparation minimum qui très souvent est à faire. Voyage on teste un peu la situation, on teste un petit peu son projet localement, on regarde quel écho ça suscite, est-ce que il y a de la place, comment est-ce que je vais pouvoir le financer, j'ai peut-être pas suffisamment de fonds moi personnellement, comment est-ce que je vais lever des fonds localement, donc c'était une préparation, une espèce d'acculturation à l'environnement auquel on va être confronté, et puis ensuite on peut franchir le pas, on peut effectivement passer à l'acte. Dans cette préparation,
Il va y avoir bien entendu le choix du pays. Il peut y avoir plusieurs opportunités qui peuvent se présenter. À l'intérieur du pays, ensuite, il va falloir choisir le lieu de son implantation, sa ville. Si je prends un pays que je connais bien, le Maroc, entre s'installer à Rabat, à Tanger, à Oujda, à la frontière avec l'Algérie, c'est pas nécessairement la même chose. Et c'est la même situation dans tous les pays dans lesquels on peut avoir envie d'aller s'implanter. C'est choisir le pays, choisir le lieu d'implantation personnel, donc en fonction de la langue, en fonction de la culture, en fonction de l'environnement. Est-ce qu'on aime les paysages urbains ou est-ce qu'on est plutôt attiré par des paysages plus ouverts, plus ruraux? Si on aime les paysages urbains, Shanghai est forcément plus attirant, ou Hong Kong est forcément plus attirant. Si on aime des paysages ruraux, peut-être que des petites villes ou des villes secondaires de la Malaisie ou d'autres pays asiatiques, des villes secondaires du Vietnam pourront être plus attirantes. Donc ce sont des choix, ce sont des éléments à prendre en compte, avec également l'ensemble des éléments de qualité liés aux infrastructures. Éléments de qualité liés aux infrastructures, les infrastructures de transport. Si on décide d'aller s'expatrier au Maroc ou dans les pays du pourtour de la Méditerranée, en 3 heures maximum, on est rentré à Paris. Si on est à Tokyo, si on est à Singapour, si on est à Hong Kong, si on va même encore plus loin en Asie ou en Australie, on n'est pas du tout sur les mêmes faisceaux horaires, on n'est plus du tout sur les mêmes distances et durées de déplacement, de voyage. Ça fait partie des choses à prendre en compte. L'élément sécuritaire est aussi un élément à prendre en compte. Certains pays ont extrêmement mauvaise réputation et pourtant on y peut faire des affaires extraordinaires, où la rentabilité de ce que l'on va pouvoir créer pourra être tout à fait considérable et bien nettement supérieure à la rentabilité d'autres pays. Mais c'est un élément important à prendre, la sécurité au quotidien, l'environnement sécuritaire, les risques éventuellement encourus pour soi, mais également pour ceux et celles qui nous accompagnent. L'environnement en termes de santé, l'existence ou pas d'hôpitaux, la qualité des soins qui y sont délivrés, les éléments également de remboursement éventuellement de ces soins quand on est dans des pays où telle clinique est conventionnée ou liée à la Caisse des Français de l'étranger. Et cet élément de santé, auquel je rajouterai, si on a des enfants, à la fois l'élément de scolarité, qui est un élément fondamental. Est-ce qu'il y a un lycée français? Est-ce qu'il y a des établissements scolaires français? S'il n'y en a pas, quel est le niveau des établissements locaux? Est-ce qu'on peut avoir accès à l'enseignement à distance avec le CNED? Tout ça, tous ces éléments que moi j'appelle des éléments d'infrastructure, sont des éléments à véritablement peser, des éléments à prendre en compte de façon extrêmement précise et extrêmement attentive. Et puis, bien entendu, le coût de cette implantation, le coût de ce départ, le coût de cet exercice d'entrepreneuriat à l'étranger, par rapport au budget que l'on a, par rapport à ce que l'on peut mobiliser, sans jamais totalement mettre tous ses œufs dans le même panier, en sachant que du côté français, si vous êtes français, si vous voulez aller créer une entreprise à l'étranger, il n'y a quasiment pas d'aide. Il n'y a quasiment aucun outil, à l'exception d'une aide qui est gérée par la COFAS, qui s'appelle l'APFE, mais qui est une aide extrêmement marginale, 20 000 euros, qui en plus ne concerne qu'un certain nombre de pays limités. Ça a été créé en 2005 sur l'Argentine, le Brésil, le Chili. Ça a été élargi en 2008 à l'Australie, la Chine et Hong Kong, et ensuite en 2009 à la Thaïlande, au Pérou, en sachant que Singapour et la Thaïlande bénéficient aussi de cette facilité. Cette APFE, vous le voyez, c'est réservé à un certain nombre de pays. Comme je le disais, c'est limité à 20 000 euros d'apport, avec un traitement du dossier qui est fait par les services économiques de l'ambassade de France du pays, qui remonte ensuite à la COFAS à Paris. Oui, ça peut alimenter un petit peu de fonds propres dans le cadre de la création, ça peut alimenter des fonds propres dans le cadre du financement d'une stratégie de développement commercial, mais c'est pas avec 20 000 euros que l'on peut créer une entreprise et tenir avant qu'effectivement cette entreprise et son activité puissent générer un salaire pour soi-même et pour la famille éventuellement, qui permettent de vivre à l'étranger. Le niveau de vie, bien entendu, de l'ensemble du pays, les coûts de la consommation,
les coûts alimentaires, le coût de l'immobilier, le coût des transports locaux, acheter ou ne pas acheter de voiture, voiture produite localement, voiture importée, occasion ou première main. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération et qui permettront de décider de façon tout à fait réfléchie, de savoir ce vers quoi ou ce dans quoi on s'engage. Donc c'est toute une série d'éléments à prendre en compte, éventuellement à pondérer si on n'est pas tout à fait sûr de son coup, et puis effectivement passer à l'acte. La préparation de son projet, comme je le disais, c'est un investissement financier. J'évoquais cette APFE. Après, c'est localement, dans le pays dans lequel vous allez avoir choisi de vous installer, que vous pourrez éventuellement utiliser les facilités locales. Au Chili, le gouvernement chilien a créé un fonds d'aide et d'appui à la création d'entreprises étrangères par des investisseurs étrangers qui viennent s'implanter et s'installer. Au Maroc, vous avez, il n'y a pas de différence entre un investisseur étranger et un investisseur marocain. L'ensemble des éléments financiers et d'aide sont à la disposition de ceux qui ont un projet qui tient la route, un projet qui est sérieux. Et puis localement, vous pourrez commencer à regarder s'il y a des business angels, s'il y a du capital risque éventuellement, s'il y a dans un certain nombre de pays ce qu'on appelle des business boosters qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer. Et ça, c'est quelque chose qui permettra ou vous permettra aussi de rompre peut-être le sentiment d'isolement, le sentiment de solitude en tant qu'entrepreneur à l'étranger que vous pourriez ou que vous pourrez éventuellement ressentir. Et votre projet professionnel, il s'appuie sur votre force professionnelle, sur les secteurs, les activités que vous connaissez bien, mais qu'il va falloir adapter localement. Le produit que vous aviez l'habitude de faire ici en France, est-ce qu'il est adapté aux habitudes de consommation locales, en termes de taille, en termes de goût, si on est sur de produit agroalimentaire? Est-ce que le secteur d'activité dans lequel vous êtes est effectivement un secteur en développement, un secteur porteur dans le pays dans lequel vous avez choisi? Quelles sont les règles locales auxquelles vous allez devoir vous confronter? Le code du travail dans certains pays et on le voit très très rapidement, le nombre de jours de congé n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude d'avoir maintenant ici en France. Les niveaux de fiscalisation, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Donc l'ensemble de ces règles locales, c'est ce qui va constituer votre quotidien, et il faut là aussi vous y préparer. Alors pour s'y préparer, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Il y a des cabinets conseils sur le management ou sur l'approche multiculturelle. Un de mes amis sur LinkedIn anime justement un espace dédié à l'intelligence interculturelle, sur découvrir les valeurs d'un pays, découvrir ce qui constitue un pays étranger dans son être le plus profond, pour apprendre à mieux fonctionner, à comprendre ce pays et du coup à mieux fonctionner dedans. Des cabinets spécialisés d'accompagnement à l'expatriation qui vont intervenir principalement sur les éléments matériels. Et puis c'est de la littérature. Nos collègues de l'Agence française pour le développement international des entreprises, UbiFrance, ont sorti il y a quelques années, ça n'a pas duré très longtemps malheureusement, une collection qui s'appelait Ouvrir un point de vente. Ouvrir un point de vente à Casablanca, ouvrir un point de vente au Brésil, ouvrir un point de vente à New York. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait pu constater les uns et les autres que l'ouverture ou les tentatives d'ouverture de boulangeries, pâtisseries, de restaurants, de salons de coiffure, éventuellement dans un certain nombre de pays, nécessitaient toutes ces préparations, tous ces éléments de préparation que je viens d'évoquer, et que l'on pouvait à la fois faire témoigner des entrepreneurs qui avaient réussi, et puis donner justement ces éléments de réglementation, de communication, comment est-ce qu'on fait de la publicité dans un premier temps quand on ouvre sa boutique, comment est-ce que on règle les problèmes salariaux. Donc cette collection Ouvrir un point de vente a été
une première initiative tout à fait intéressante. Et puis pour ceux qui veulent véritablement passer le pas, il y a tous les guides liés à l'investissement à l'étranger. Toujours avec nos amis de Bifrance, ce sont l'ensemble des guides de l'investissement. S'implanter en. Donc là, vous avez une collection extrêmement riche qui va vous permettre d'accéder aux fondamentaux, à l'ensemble des éléments de base qu'il faut maîtriser. Et puis, vous avez, au-delà de ces guides, vous avez la présence en France et à l'étranger des cabinets conseils en matière fiscale, en matière juridique, en matière de création d'entreprise, avec lesquels il faudra que vous appreniez à travailler, avec lesquels il faudra établir un tissu, un faisceau de relations. Parce que cet investissement et cet entrepreneuriat justement à l'étranger, c'est pas quelque chose que l'on peut véritablement démarrer sans s'appuyer sur du conseil, s'appuyer sur du partage d'expérience, s'appuyer sur justement ceux et celles qui sont déjà passés par là. Je vais en profiter à ce stade-là pour peut-être vous dire un petit mot sur ce que font les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. On est aujourd'hui présent dans 77 pays. 77 pays, ça représente 107 implantations de par le monde, avec des bureaux parfois supplémentaires. Donc on a aujourd'hui 149 structures qui sont présentes à l'étranger. Et la première finalité de ce réseau de chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, c'est d'être au service des entrepreneurs français, des entreprises françaises qui sont déjà implantés dans le pays ou de ceux qui sont en cours d'implantation. Vous avez à l'écran là un petit slide qui vous permet de visualiser un petit peu la taille de notre réseau. C'est 28 500 entreprises adhérentes sur les 5 continents. Vous voyez pour 50% français, 50% étrangers, ce sont autant de chefs d'entreprise qui sont systématiquement prêts à accompagner, à accueillir de nouveaux chefs d'entreprise, à les aider à faire leurs premiers pas. Un de mes amis me disait il y a encore quelques jours, il a créé une structure d'événementiel à Hong Kong il y a une vingtaine d'années, qu'il était parti à Hong Kong tout seul, qu'il avait galéré pendant 3 ans, et puis un jour, dans sa ville du Havre où il est installé, il rencontre un autre chef d'entreprise qui lui dit « Mais t'aurais dû m'en parler, ça fait 15 ans que je suis moi-même à Hong Kong, j'aurais pu t'aider ». Les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, c'est d'abord permettre de faire se rencontrer des entreprises, des entrepreneurs qui sont déjà installés avec des entrepreneurs qui veulent s'installer, qui veulent s'implanter. Et puis, bien entendu, on a autour de cette plateforme d'accueil, de cette plateforme de rassemblement d'individus, on a nous-mêmes développé un certain nombre de services pour faciliter la vie des entrepreneurs qui veulent s'installer, créer une activité ou se développer. On a par exemple toute une série de chambres dans lesquelles vous allez trouver de véritables plateformes de création d'entreprises. Hong Kong, Singapour, le Maroc, 3 pays par exemple, qui créent entre 50 et 100 sociétés pour des Français qui veulent tenter leur aventure professionnelle dans ces pays-là. On prend en charge l'ensemble des formalités, on interagit avec éventuellement les autres acteurs tels que les cabinets fiscaux, les fiduciaires, les avocats, quand ça nécessite un niveau de technicité que nous n'avons pas nécessairement, mais c'est systématiquement le moyen de mettre le pied à l'étrier. Les services de création d'entreprise qui sont accompagnés par des facilités de domiciliation. On a aujourd'hui sur l'ensemble des 5 continents plus de 600 postes de travail qui sont ouverts aux entrepreneurs. 600 postes de travail pour des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui veulent démarrer une activité, créer leur implantation, commencer à faire leur démarchage commercial. Et ça, c'est un service très concret, très matériel, qui permet aussi de rompre ce que j'appelais tout à l'heure l'isolement du chef d'entreprise, de l'entrepreneur à l'étranger, qui va se retrouver justement dans un environnement où les uns et les autres vont pouvoir être accompagnés, échangés, soit avec nos collègues, soit avec d'autres chefs d'entreprise. Et puis, les chambres de commerce françaises, ce sont aussi les structures qui vont vous aider vos familles à tisser tout un faisceau de relations.
j'évoquais l'inscription nécessaire à prendre auprès des services du consulat général ou du consulat du pays dans lequel vous allez être. Les relations que nos chambres ont avec l'ensemble des autorités françaises vous faciliteront ces facilités. Pour la scolarité, les établissements de l'AEFE, les établissements de la mission laïque, les établissements connus, reconnus, ce sont aussi de la mise en relation qui pourra être faite par l'intermédiaire de nos chambres. Les structures telles que je connais Casa Accueil, mais Casa Accueil c'est un exemple. Dans bien d'autres pays, vous avez le même groupe d'expatriés, de Français résidant dans le pays, qui sont là justement pour accueillir la nouvelle famille, le nouvel expatrié, pour l'aider, lui faciliter son implantation, l'aider à éventuellement trouver un appartement, trouver une voiture, si on a besoin de recruter une femme de ménage, trouver une femme de ménage, comment on circule dans le pays. Donc l'ensemble de ces structures, de ces associations d'expatriés sont aussi en très très large interaction avec nos équipes et nos collaborateurs dans l'ensemble de nos chambres de commerce françaises. Et puis, au-delà de ces quelques illustrations, les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, c'est véritablement un outil d'aide au développement commercial avec de la gestion de commerciaux, avec du portage salarial. Donc c'est toute une possibilité, toute une panoplie de services qui sont à votre disposition. On n'est pas présent partout, bien entendu, 77 pays, on est loin de couvrir le monde entier, mais on est quand même sur beaucoup de pays qui sont des pays à forte capacité de croissance aujourd'hui, à forte capacité d'attraction. Et puis là où nous ne sommes pas, les acteurs privés, les cabinets de conseil, les Français déjà installés sont aussi souvent des structures prêtes à aider, prêtes à accueillir. On va vous mettre le lien d'ailleurs sur un petit film que nous avons réalisé il y a quelques semaines, qui vous permet d'ailleurs qui va vous permettre de visualiser quand vous le regarderez l'ensemble des services qu'une chambre de commerce française à l'étranger peut réaliser en partenariat avec une chambre de commerce de France, parce que lorsqu'on veut partir à l'étranger, si on est au Havre, on peut aller voir le conseiller en développement international de la chambre de commerce du Havre en lui disant voilà mon projet, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil, avec qui pouvez-vous me mettre en relation dans tel pays, et ce petit film que vous pourrez regarder sur YouTube, vous avez le lien qui vient de s'afficher, ça vous permettra justement de voir ce qui peut être réalisé. Et puis nous avons nos sites internet, vous tapez ucif.org ou CCI International, et puis vous aurez l'ensemble à la fois de nos points d'entrée dans le monde, et puis nos catalogues ou le catalogue des prestations qui sont réalisées par les uns et par les autres. Et donc ça vous permettra de voir plus facilement peut-être ce qui peut vous être proposé. Voilà, je pense que j'ai dit peut-être beaucoup de choses. J'ai un peu l'impression d'avoir monopolisé la parole. J'ai vu beaucoup de réactions. Bonjour à Montréal Accueil que j'ai vu passer par écrit. Mais c'est vrai, c'est Casa, Montréal, certainement Hong Kong aussi, ou Londres, avec les mêmes types de structures. Donc c'est véritablement, je pense avoir ouvert quelques portes. L'objectif, comme je vous le disais, c'est véritablement de permettre des échanges, de vous donner quelques pistes d'orientation, en sachant que chaque cas est un cas particulier, qu'il n'y a pas de règle générale, que si par contre il y a une chose qu'il faut véritablement, ou deux choses qu'il faut peut-être retenir pour l'instant, c'est se renseigner, se préparer, travailler avec ceux et celles qui ont déjà fait le pas de cette expatriation et de cette création d'entrepreneurs, et comme on le disait en ouverture il y a quelques instants, les boulangers, les pâtissiers, les restaurateurs, les publicitaires, les décorateurs d'intérieur, les industriels, les entrepreneurs dans le domaine de l'enseignement, de la formation à distance, qui ont tous créé leur entreprise à l'étranger, avec souvent beaucoup de réussite. Un grand coup de chapeau à vous tous et à eux tous, et je crois que ce sont des exemples et ce sont des appuis tout à fait considérables sur lesquels justement
il faut utiliser pour créer son entreprise à l'étranger et se retrouver peut-être dans quelque temps entrepreneur à l'étranger et puis de l'étranger ouvrir une filiale en France et devenir à la fois entrepreneur à l'étranger et entrepreneur en France. Monsieur Brunin, pour tous ces éclairages. On va donc maintenant laisser la parole, vous laisser la parole. Juste, je fais un petit intermède. On avait Anne Garrigue en fait qui devait intervenir pour partager son expérience parce que justement elle est journaliste expatriée à Singapour et qu'elle a écrit un livre sur les entrepreneurs en Asie. Bon, elle a eu un petit problème apparemment pour se connecter, mais du coup je vous donne quand même le lien en fait qui va vous permettre de lire son livre parce qu'il est en téléchargement gratuit, donc n'hésitez pas. Il y a donc 40 portraits d'entrepreneurs. Non, n'hésitez pas pendant ce temps à poser vos questions dans la zone de chat. Alors moi j'en avais une. Justement en fait, j'ai entendu dire Monsieur Brunin que lorsque on avait une entreprise à l'étranger, on ne pouvait pas forcément en fait prendre ce qu'on appelle de VIE, donc de volontariat international, dans son entreprise. Pourquoi et à quoi est-ce dû et comment faire en fait pour du coup pour remédier à ça s'il y a des solutions. Il y a une solution très simple, créer une entreprise en France. Mais bon, c'est peut-être un peu compliqué dès le départ. J'ai vu d'ailleurs passer, il y avait une petite question sur le VIE, le volontariat international en entreprise pour les jeunes qui sont en ligne et pour les chefs d'entreprise qui sont déjà installés à l'étranger. C'est vrai que le volontariat international en entreprise, c'est une très 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 belle opportunité de départ et d'expérience pour les jeunes à l'étranger. Le VIE, c'est une facilité qui est gérée par l'agence française UbiFrance, qui permet à de jeunes diplômés français de partir réaliser une première expérience professionnelle de 6 mois à 24 mois à l'étranger. On peut d'ailleurs être VIE implanté dans un certain pays, dans un pays donné, mais avoir une couverture régionale. Donc on peut être VIE implanté au Venezuela, mais rayonner autour du Venezuela. L'intérêt pour le jeune, comme je le disais, c'est donc une première expatriation, 6 mois à 24 mois, des missions d'entreprise extrêmement valorisantes, parce que justement on confie très souvent aux VIE des responsabilités importantes qu'ils n'auraient pas s'ils restaient en France dans un premier temps. Et pour les entrepreneurs, pour les entreprises, c'est une exonération de charges qui fait que le coût du VIE est relativement modeste. C'est dans certains pays, par exemple sur le Maroc, la rémunération doit être aux environs de 2500 euros. Sur le Pérou, par exemple, on doit aussi être dans cette fourchette-là. Pas de charge pour l'entreprise. Par contre, quand même, attention, là, cette rémunération, très souvent, il faut la compléter par une prise en charge ou une enveloppe sur des frais de transport, éventuellement sur de l'hébergement ou un certain nombre d'autres frais annexes qu'il faut prendre en compte. Donc ah oui, je suis désolé, 47 ans, c'est pas possible. Là, il faut vraiment passer à l'entrepreneuriat pur et dur. Mais maintenant, donc pour l'entreprise, effectivement, donc c'est une très belle, c'est une disponibilité de main d'œuvre intéressante. Aujourd'hui, il y a à peu près 7000 VIE dans le monde entier, mais il y a sur le site internet qui s'appelle, je crois, CiviWeb, CIVIE Web, qui est la base de données de l'ensemble des candidats, des jeunes candidats au volontariat international pour les entreprises. Il y a, je crois, 40 000 CV, des ingénieurs, des écoles de commerce, des Bac+5, des licences professionnelles maintenant, puisque Pierre Lelouch, le secrétaire d'État français au commerce extérieur, avec ses collègues de la formation, ont ouvert le VIE non pas à des formations plus professionnalisantes. En fait, c'est une bêtise que je viens de dire. Toutes les formations et les meilleures formations sont forcément professionnalisantes, mais sur des niveaux non pas Bac+5, école de commerce, école d'ingénieur, mais sur des licences professionnelles. Donc c'est un très 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 bel outil. Alors c'est vrai, pour revenir à votre question, l'entreprise
créé par un Français, ou l'entreprise donc avec des capitaux français à l'étranger, des capitaux de l'entrepreneur, l'entreprise à l'étranger dont le management est français ne peut pas bénéficier du VIE. Et pourtant, je peux vous assurer que, je pense notamment à certaines sections des conseillers du commerce extérieur de la France, ça a été une revendication très très courante. Tout simplement, il faut que l'entreprise d'accueil du jeune à l'étranger ait une relation commerciale ou capitalistique avec une entreprise en France. La société Tartampion à Kuala Lumpur, qui distribue sur le marché de l'ASEAN des composants électroniques pour l'aéronautique fabriqués par la société X à Aulnay-sous-Bois. Cette société-là pourra prendre un VIE et pourra le faire porter par la société dont elle diffuse les produits dans la région. Mais il faut absolument qu'il y ait un lien, parce que la rémunération de ce VIE et l'exonération de charges ne peut concerner qu'une structure basée en France. Et c'est la raison qui fait qu'effectivement une entreprise ne peut pas, une entreprise totalement française à l'étranger, mais sans aucun lien avec la France, ne peut pas aujourd'hui. Ça va peut-être évoluer, on peut souhaiter, et on reviendra certainement à la charge entre guillemets, on peut espérer que ça changera peut-être. Il y a des possibilités de portage, et notamment avec les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Et pour ceux que ça intéresse, dans ces cas-là, je vous les incite à se rapprocher de nos structures. Mais il faut la règle, il faut une relation avec une société française qui va porter ce VIE. Pour vous informer que justement le 24 mai, on va recevoir pour notre prochain rendez-vous de l'expatriation CiviWeb, donc qui va vous expliquer tout ce qui concerne le VIE. Donc Marion, je vous conseille peut-être de revenir, de noter la date du 24 mai. J'ai pas encore créé le rendez-vous, mais ça ne saurait tarder. Donc revenez bientôt sur Expat United pour vous inscrire à ce rendez-vous. Super. Alors, Style, est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Est-ce que vous... ACF, je reviens vers vous juste après. Hein. Ok, pas de problème. Oui, ça va beaucoup mieux. D'accord, alors écoutez, présentez-vous parce que tout le monde ne vous connaît pas, comme je vous disais, moi je vous connais du dernier rendez-vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc présentez-vous rapidement et posez vos questions. Oui, alors voilà, moi j'habite en France, je suis en train de travailler sur mon projet d'expatriation au Cambodge. Donc c'est vraiment le bout du monde de l'Asie, on va dire. J'ai longuement réfléchi en fait à mon projet, mais avant que ce soit un projet professionnel, ce sur quoi je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est pour moi d'abord un projet de vie. Donc c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé dans les domaines dans lesquels je voudrais créer une entreprise là-bas, mais je voudrais par contre profiter de ce projet de vie pour tenter une reconversion professionnelle. Donc l'idée, c'est d'abord de partir à l'étranger pour m'y installer, pour y vivre, et puis ensuite faire quelque chose qui soit en lien avec, je dirais, avec mes aspirations profondes, avec mes motivations profondes, et pas forcément reconduire ce que j'ai fait quand je suis actuellement en France. Donc je viens du monde de la communication d'entreprise comme consultant, et je veux partir au Cambodge pour créer une agence de voyage ou créer un hôtel. Donc on voit que c'est vraiment pas du tout le même domaine. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai bien avancé en fait sur le concept et sur l'offre. Par contre, c'est vrai que je coince un peu aujourd'hui sur la complexité, parce que j'ai du mal à appréhender la complexité sur place. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'y aille. Donc j'y suis allé au mois de janvier pendant un mois. J'y retourne la semaine prochaine en fait pour 7 ou 8 semaines, pour prendre des contacts là-bas, pour commencer à constituer un réseau. Mais j'avoue que ce qui est très difficile en fait, c'est le décalage qui existe entre ce qu'on vit ici et ce qu'on rencontre là-bas. Et la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est de bien comprendre là-bas, sans mettre les filtres que j'ai moi en étant ici. J'ai déjà créé une entreprise en France, enfin j'en ai créé 3 en réalité.
Donc j'en serai à ma 4e. Donc ça, au niveau de la création d'entreprise, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Mais en revanche, c'est la méconnaissance de tout ça m'inquiète pas, mais je pense que ça prend énormément de temps et même bien accompagné, ça prend un temps fou, quoi. Je dirais un sentiment. Et puis une chose sur laquelle je voudrais juste rebondir aussi, c'est au-delà du réseau, du temps et de la difficulté de s'implanter, c'est que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au coût d'implantation. C'est-à-dire, ceci dit, je pars tout seul. Alors, on part à 2 au final, mais je commence tout seul. Et en réalité, j'ai absolument pas mesuré combien ça coûtait de s'implanter dans un pays. Alors, quand on a des référentiels comme aux États-Unis, comme en Angleterre, en Allemagne, etc., c'est relativement simple parce que finalement, il suffit de passer 3 coups de fil et puis il y a des agences immobilières et puis, enfin, je veux dire, les marchés sont très repérés. Mais quand on part dans des pays un peu exotiques, du genre l'Inde, le Cambodge, l'Indonésie ou ce genre de pays, c'est pas des pays très balisés. Donc c'est difficile de trouver des infos ici, c'est difficile d'avoir des appuis de chambres de commerce sur ces pays-là, c'est difficile d'avoir des conseils pertinents de cabinets de conseil. Donc j'avoue que je ne sais pas très bien où me tourner pour m'aider en fait dans ma démarche de manière très concrète en fait sur cet aspect coût d'implantation et intégration dans le pays. Voilà. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Je vais vous apporter, je vais vous donner quelques éléments. Je veux dire sur le Cambodge, c'est vrai que c'est un pays qui est pas facile, c'est un pays qui est extrêmement culturellement très différent. Nous avons la chance d'avoir une chambre de commerce française au Cambodge. Je ne sais pas si vous l'avez contacté. Daniel Zarba. Daniel Zarba, le directeur général, est lui-même un ancien patron d'une boîte internationale dans le textile, dont je tairai le nom pour pas leur faire trop de publicité, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude du management d'entreprise et la chambre de commerce française avec Daniel Zarba au Cambodge pourront vous aider, pourront vous donner un certain nombre d'informations, pourront vous aider notamment à ce que vous dites, c'est-à-dire à décoder les éléments du quotidien que l'on peut mal interpréter ou sur lesquels on peut totalement se tromper. Avec cette possibilité que Daniel aura de vous faire rencontrer, de vous mettre en relation justement avec soit des agences immobilières, d'autres Français ou d'autres étrangers ayant tenté leur chance sur le Cambodge, et c'est vrai que vous pouvez là vraiment vous appuyer, et parce que vous m'êtes sympathique, je passerai moi-même un coup de téléphone à Daniel en lui disant style 59, t'as déjà contacté, t'as intérêt à le traiter du mieux que tu peux parce qu'il va te faire une pub d'enfer. Alors juste un mot, c'est que quand je suis allé au mois de janvier, je l'ai rencontré, Daniel Zarba, donc on a eu un très bon contact ensemble, on a passé un moment ensemble, il m'a déjà effectivement donné quelques contacts. Moi j'ai plus perçu qu'en fait le rôle des chambres de commerce, j'ai accompagné quand j'étais consultant des entreprises à l'international et en particulier à Dubaï et aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu le sentiment que les chambres de commerce françaises, enfin en tout cas les missions économiques, enfin qu'on appelle encore les missions économiques, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, des chambres de commerce étaient quand même assez peu actives, on va dire, sur le volet de l'expatrié en lui-même. C'est-à-dire autant sur les relations business. On avait des potentiels de contact très intéressants et puis une vue du business qui était locale, donc très intéressante. Mais par contre, sur le plan plus entre guillemets personnel, de la vie quotidienne, là, on sentait qu'il y avait une certaine limite, voire une certaine réticence à donner des informations et qu'il fallait un peu se débrouiller tout seul quand même. Enfin, dans les pays. Non, enfin, merci de ce retour en tout cas, et on est en train nous-mêmes d'aider un peu, on est en train de regarder avec la Chambre de commerce française du Cambodge, parce qu'on est à peu près persuadé que
il va y avoir plus de demandes, plus de projets encore sur le Cambodge dans les mois ou les quelques dizaines, 12 mois qui viennent, parce que c'est un pays qui est en train de sortir de l'ombre, qui est en train de s'ouvrir, et donc on va renforcer la Chambre de commerce française du Cambodge, qui va pouvoir mettre à disposition d'entrepreneurs des facilités d'implantation, des facilités également de visioconférence. Merci en tout cas de ce retour. Et c'est vrai que nos chambres, dans leur activité ou dans leurs activités, sont très orientées accompagnement des entreprises. Et que par contre, sur la partie vie au quotidien, on sera peut-être plus l'interface avec les autres associations présentes sur place, avec les Français ou les cabinets ou les structures locales en matière justement d'immobilier, en matière d'implantation. Mais on va attirer leur attention là-dessus. Et puis, je pense que c'est effectivement un souci qu'il faut avoir. Parce que s'implanter ou s'installer localement, c'est de l'immobilier, du transport, de la santé, de l'enseignement, de la formation si on a encore des enfants en âge de scolarisation, c'est établir du relationnel, donc c'est les clubs sociaux, les clubs de sport, culturellement dans certains pays, c'est un must, hein, vous n'allez pas en Afrique du Sud sans vous inscrire dans un club de sport, aux États-Unis, à Miami, sans vous inscrire dans un club de golf, des choses comme ça. Donc ce sont tous les éléments qui permettent de décoder un petit peu la vie au quotidien, et essayer de faciliter la vie au quotidien. Merci de ce témoignage. Alors juste pour vous dire, 30 secondes, j'occupe pas l'espace volontairement, mais vous parliez tout à l'heure des infrastructures, de la santé, de l'enseignement en particulier. Hein. Donc pour ceux qui auraient des velléités de venir au Cambodge, d'abord s'ils viennent pendant que j'y suis, ça sera avec plaisir que je les rencontrerai. Ce que j'en ai vu en tout cas, c'est qu'il y a très peu d'infrastructures routières, il n'y a pas de transport en commun, en tout cas pas à Phnom Penh, hein, il y a des transports, il y a des lignes. Le système de santé est dramatiquement bas. Pour se faire soigner, il faut aller à Bangkok ou à Ho Chi Minh ou à Singapour. Enfin, le mieux, c'est quand même de rentrer en France. Et le système de l'enseignement, en dehors de l'enseignement privé reconnu au niveau international et du lycée français à Phnom Penh, il n'y a rien. Voilà, donc c'est pas pour décourager les postulants, mais je vous dis quand même que c'est un peu compliqué. C'est ce qui rend aussi le pays intéressant, parce que là, il y a tout à faire. Et tout à découvrir. Mais bon, c'est vrai que ce problème, par exemple, d'infrastructure routière, ne serait-ce que celui-là, c'est un vrai souci. Et pour rebondir sur votre propre rebond, attention notamment aux frais de scolarité dans les établissements français. Ces frais de scolarité dans les lycées de l'AEFE ou dans les établissements scolaires de l'AEFE ou même dans les établissements scolaires ou plus encore dans les établissements scolaires liés à la mission laïque, ces frais de scolarité peuvent être extrêmement élevés et peser relativement lourd sur un budget, justement quand on crée son entreprise et quand on est en phase de démarrage. On a des frais de scolarité qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros dans certains pays, donc il faut être extrêmement vigilant à ça. Merci beaucoup Style, et puis vous nous donnerez des nouvelles de votre prochaine entreprise, j'espère très très vite. Donc on va accueillir ACF. Je vis à Montréal depuis 5 ans, je suis arrivée avec mon mari qui avait une opportunité de travail ici, donc je l'ai suivi. Et puis moi je travaille dans le secteur du luxe en fait en France. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait partir à l'étranger, et puis quand il a eu cette opportunité-là, on s'est dit go. On pensait que ça allait être facile parce que au Québec on parle français, donc l'aspect francophone est quand même assez attrayant. Sauf que lorsqu'on arrive et qu'on n'a pas, on parle la même langue, mais on n'a pas les mêmes repères, donc c'était finalement assez compliqué. Et je reviens sur l'aspect des relations interculturelles, c'est un point vraiment à gérer avant de partir, à savoir est-ce que ma manière de voir la vie va correspondre à la manière des gens ici, la manière dont ils perçoivent la vie, la manière dont ils la vivent. Et c'est vrai que même si on parle la même langue, on a énormément de différences, et il faut apprendre à composer avec ça. Maintenant aussi, en termes de recherche de travail, ça a été pas mal compliqué. Déjà parce que le secteur du luxe est quasiment inexistant
au Québec. C'est pas comme en France ou à New York ou à Londres. Donc, pour moi, ça allait être difficile. Et puis, l'intégration, de toute façon, commence aussi quand on arrive et qu'on a 27 ans. L'intégration est difficile parce qu'on n'a pas étudié dans le pays, parce qu'au départ aussi, on n'avait pas d'enfants. Donc, on essaye de voir comment on va pouvoir, comment ça va se faire. Et puis, ça se fait pas de la meilleure des manières. Alors, j'ai décidé, moi, après la naissance de mon petit garçon, de monter mon entreprise. Donc, j'ai lancé une agence de placement de gardiens d'enfants nounou à domicile, donc qui s'appelle Éléphant Chocolat. Je travaille avec les particuliers et les entreprises. Donc, j'avais déjà depuis longtemps cette envie d'entreprendre, mais c'est vrai, attention, entreprendre, ça demande énormément de qualité effectivement personnelle, de qualité professionnelle aussi, et puis c'est un investissement beaucoup en temps, un investissement en argent, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et puis l'aspect réseau est extrêmement important, que ce soit lorsque l'on monte son entreprise ou lorsque on veut trouver un travail. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au départ j'ai eu du mal, c'est que j'avais pas de réseau. Pour venir au réseau français, aux chambres de commerce, et ça c'est ma question pour vous. Quand on a décidé d'être entrepreneur, effectivement, c'est un choix qu'il faut assumer et puis il faut se donner à fond. Personne va nous prendre par la main. Maintenant, quand on est à l'étranger quand même en tant que Français, on se dit que, surtout avec les chambres de commerce, on peut trouver une forme d'appui. Je dirais pas que je ne l'ai pas trouvé, je dis simplement que quand on a un nouvel arrivant dans le monde de l'entrepreneuriat, on nous regarde un petit peu de travers. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut? Comment est-ce qu'elle pèse ou pas? Est-ce que on peut l'intégrer dans notre cercle? Donc, on passe aussi une sorte de, comment dirais-je, ça devient en plus de notre parcours d'entrepreneur un autre parcours du combattant parce qu'on n'a pas encore prouvé. Mais c'est justement lorsqu'on n'a pas encore prouvé qu'on a besoin d'appui. Et je trouve que quand on est jeune, quand on est femme, c'est pas facile de rentrer dans les réseaux justement de chambres de commerce parce que moi quand j'y vais, je vois beaucoup d'hommes déjà et puis beaucoup d'hommes d'un certain âge. Donc la main tendue, elle est pas facile. Alors, on se dit qu'en tant que Français, on a besoin quand même d'avoir ce relais et de pouvoir intégrer des réseaux, surtout que là, moi, je travaille avec deux entreprises et l'aide, je l'ai trouvée beaucoup plus avec mon réseau local, l'appui, que avec le réseau français. D'ailleurs, parallèlement à mon activité, je suis aussi présidente d'une coopérative de femmes entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup d'immigrants dans cette coopérative. Et on voit que on a besoin de se structurer déjà entre nous parce que même dans nos communautés, on trouve pas l'appui dont on va avoir besoin. Donc c'est les réseaux locaux qui nous disent écoutez, on va créer des systèmes pour pouvoir vous permettre de mieux performer, de réseauter, de briser l'isolement et puis d'atteindre vos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça par rapport justement aux chambres de commerce? Je vais vous répondre, mais je vais évoquer deux, trois autres petites choses avant. Vous avez totalement raison. Même dans un pays tel que le Canada, à Montréal ou à Québec, si on prend la partie francophone, c'est pas aussi facile que cela quand on arrive, parce que on démarre de zéro. On démarre très souvent, ou si pas à zéro, en tout cas avec très très peu de choses, très peu de contacts, quasiment pas de réseau. Et sans réseau aujourd'hui, on arrive à rien. Donc ça c'est même dans des pays supposés ou censés être faciles, c'est beaucoup plus, c'est pas aussi facile que ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais faire un peu un appel à la promotion de la natalité française à l'étranger. Pour avoir moi-même été dans cette situation, c'est vrai que faire la sortie des écoles, en allant chercher son fils, sa fille à la sortie du lycée français, de la maternelle française ou de l'école des établissements scolaires locaux, ça aide beaucoup
parce que de parent à parent, très très vite, on établit beaucoup de relations et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je me suis souvent retrouvé comme célibataire expatrié à l'étranger. Et c'est vrai que se faire son trou, se faire son réseau, bah, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas cette facilité par les enfants de rencontrer des parents. Donc allons-y, faites des enfants, ou allez-y, faites des enfants si vous êtes à l'étranger. Troisième point, pour trouver de l'emploi, on a un certain nombre de chambres de commerce françaises à l'étranger qui ont par délégation du ministère français des Affaires étrangères, donc du MAE français, la responsabilité de ce qu'on appelle les comités consulaires pour l'emploi. Et ce sont des services de recherche et d'accompagnement à la recherche d'emploi pour des Français à l'étranger. De mémoire, je me souviens pas si le Canada est dans cette configuration, mais et vous avez effectivement d'autres structures. Les services du Canada en général peuvent le faire, mais les services consulaires et les services de l'accompagnement à la recherche d'emploi pour les Français résidant à l'étranger dans un certain nombre de pays sont des choses qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors sur les chambres et sur la capacité à réseauter. Alors c'est marrant parce que je sais pas depuis combien de temps vous êtes au Canada, mais de temps en temps on a une petite pointe d'accent canadien dans vos tournures de phrases. Donc non mais c'est très sympathique. C'est vrai que par définition les chambres de commerce, qu'elles soient d'ailleurs françaises à l'étranger ou les chambres de commerce locales. Et Dieu sait qu'au Canada, je connais des chambres de commerce. Alors on est sur un mode qui est totalement privatisé, enfin secteur privé, mais certaines chambres de commerce sont vraiment très 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 bonnes. Et puis nos amis canadiens se sont fait une vraie expertise, une véritable expertise dans la création d'associations professionnelles, de coopératives, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Et c'est vrai que ce sont d'abord et avant tout des lieux qui sont des lieux de réseautage, qui sont des lieux de mise en relation, de découverte d'autres acteurs. À tel point d'ailleurs que dans certaines chambres de commerce de notre réseau, on a des chambres qui ont créé des réseaux entrepreneurs. Oui. Parce que c'est vrai, on ne peut pas nécessairement mettre un jeune de 27 ans, 28 ans, 30 ans qui crée sa première entreprise dans un domaine donné, nécessairement en relation avec le patron d'un grand groupe du CAC 40 présent localement, ou quelqu'un qui a une société locale depuis des années. Leurs besoins d'information sont pas nécessairement les mêmes, leurs besoins de réseau ne sont pas nécessairement les mêmes, et donc pouvoir mettre en relation de jeunes entrepreneurs avec d'autres jeunes entrepreneurs, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes difficultés à résoudre, auxquelles répondre, et ça peut être quelque chose de très important. Et si vous êtes à Montréal. Sauf que je pense que dans la situation, quand on a envie de monter, de jeune à jeune, on a effectivement les mêmes difficultés, mais parfois on a besoin de mentorat. Et puis on a besoin de personnes qui ont déjà une certaine expérience et qui sont rodées. Si on arrive avec les mêmes préoccupations, on va tourner en rond. C'est ce qui se passe souvent dans les systèmes de réseautage. On vient tout chercher, mais il n'y a personne qui est prêt à donner. Donc c'est. Allez voir Véronique Loiseau à Montréal. Et vous lui dites, Véronique, Monsieur Brunin m'envoie vous voir. Il faut créer une jeune chambre économique. Et je me demande déjà d'ailleurs sur Montréal, si c'est déjà pas le cas, ou une commission ou un groupe jeune entrepreneur. Et deux, il faut mettre en place un système de mentorat d'entreprise. Et si on a vos coordonnées, on pourra d'ailleurs vous envoyer, et on l'enverra également à Véronique, on a une présentation PowerPoint qui montre justement ce que sont les vertus du mentorat d'entreprise, ce que ça peut apporter,
comment ça peut se mettre en place. C'est extrêmement facilement. Et comme vous savez qu'on a tout le temps besoin de nouvelles recrues, justement pour porter de nouveaux projets, je suis certain que vous ferez une excellente animatrice de commission, jeune entrepreneur et mentorat. Et s'ils ont un groupe, je suis certain que vous vous y intégrerez extrêmement facilement. Mais c'est vrai, il y a une dynamique à apporter. J'ai intégré l'année dernière, je suis partie parce que ce que je recherchais, justement, ce côté mentoré, n'existait pas. Ouais. L'objectif, c'est pas juste de me retrouver avec des jeunes, boire un verre et puis dire salut, ça va bien, oui, ça va. Non, j'ai envie d'avancer. Puis c'est pas juste en allant boire des verres, en jouant de la pétanque, je vais pouvoir avancer. C'est pour ça que là, je vais dans les autres chambres de commerce et je trouve que c'est beaucoup plus proactif que ce qu'on a ici à Montréal. Ben là, vous avez tout à fait raison, et c'est tout ce produit ou toute cette activité de mentorat qui est extrêmement importante. Et si notre chambre ne le fait pas suffisamment bien au Canada, eh ben on va le leur dire rapidement pour que ils progressent là-dessus, parce que c'est par la confrontation des expériences des plus jeunes avec les plus anciens, les plus aguerris, qui ont déjà une taille un peu plus grosse, qui ont donc d'autres difficultés. Ça permet effectivement de tirer tout ça vers le haut, et petit éléphanto deviendra très vite un grand éléphant. Exactement. Merci beaucoup. Bravo. En tout cas, ça réseaute dur là dans le chat. Tout le monde se donne les emails. Et du coup, j'en profite pour vous poser une question et à ACF, désolée, je vous appelle comme ça, et à Monsieur Brunin. Anne-Christelle, d'accord. Parce que tout à l'heure, dans le chat, on a eu une question de Gaëlle qui souhaite monter sa société de production audiovisuelle à Montréal. Elle demande, est-ce une bonne idée de commencer par une formation de création d'entreprise qu'elle a apparemment vue à l'Institut du Nouveau Monde et elle a une deuxième question, y a-t-il des organismes qui aident en France avant le départ? Donc, je vous laisse déjà répondre, Anne-Christelle, peut-être sur votre expérience, et après, Monsieur Brunin pourra... Alors moi, c'est sûr, j'avais une formation d'école de commerce avant d'arriver, mais je pense que lorsqu'on arrive dans un pays, c'est important de faire une formation en montage d'entreprise, développement d'entreprise. Ce sont pas des formations qui sont très longues. Ça se fait souvent en cours du soir sur une période de 3-4 mois. Et puis ça nous donne les bases, les rudiments, et puis ça nous permet aussi déjà de réseauter. C'est vraiment très pratico-pratique. Moi, l'Institut du Nouveau Monde, je le connais. Il y a aussi le stage qui est très très bon pour ça, pour pouvoir faire ce genre de formation. Mais je recommande vivement parce que ça nous donne des clés par rapport à ce que les gens attendent localement. Et c'est toujours mis dans une perspective, je dirais, pratico-pratique. Donc je recommande. D'accord, très bien. C'est sûr que en plus ça permet d'avoir l'ensemble des éléments locaux, hein, de savoir du coup quelles sont les conditions réglementaires, juridiques, légales, de déclaration, d'enregistrement, les éventuelles exonérations fiscales, les éventuelles aides financières ou aides au montage de projets auxquels on peut accéder, et c'est toujours un plus. Vous avez 1000 fois raison. C'est toujours un plus, et c'est même une nécessité, à mon sens, si on vient d'un milieu. Bon, je reprends cet exemple. Si c'est la création audiovisuelle, imaginons que notre ami ait fait une école spécialisée dans le domaine de la créa et dans le domaine de l'audiovisuel, mais qu'elle a absolument aucune idée de ce que c'est que de monter une entreprise, de créer une entreprise, une comptabilité analytique, un compte de résultat, un bilan, etc., elle se mettra en situation de difficulté, voire en situation de risque, si elle ne fait pas cette formation. La faire dans le pays d'accueil, quand il y en a 1000 fois, bien entendu. Si notre ami est encore en France, il y a des stages à la création d'entreprises en France, dans les chambres de commerce et d'industrie de France. Donc là, elle se rend dans la chambre de commerce de la ville, soit dans laquelle elle est, ou de la chambre dans laquelle elle est éventuellement ressortissante. Et ce sont des formations qui, en règle générale, sont sur une semaine, permettent aussi une validation du projet de création d'entreprise sur un certain nombre d'aspects, et ça donne les premières clés
de cette aventure qui est la création d'entreprise, qui est toujours une aventure parce que il faut être entrepreneur quelque part dans l'âme. Ça veut dire qu'il faut être prêt à prendre des risques, ça veut dire qu'il faut être prêt à beaucoup s'investir, et ça n'est pas donné à tout le monde. Donc la formation, c'est quelques clés techniques, quelques outils, mais qui ne peuvent venir véritablement qu'alimenter un projet personnel, professionnel, un projet de vie et une aventure au long cours. Alors, j'ai juste une petite chose à rajouter par rapport à la question. Je pense que c'est très important qu'elle fasse la formation avant de partir parce que pour faire des formations, enfin, analogues ici au Canada et qui pourraient être gratuites, il faut être déjà résident permanent. Soit elle peut payer la formation une fois arrivée ici, donc ça peut être un choix, ou si elle arrive en tant que résidente permanente, je connais pas son statut, elle pourra avoir tout de suite accès à ces formations gratuitement ici à son arrivée. Donc voilà, après ça dépend vraiment des options qu'elle veut se donner. Très bien, merci beaucoup à vous deux pour toutes ces précisions. Je rappelle, l'idée de ce rendez-vous de l'expatriation, c'est l'interaction, le partage d'expériences, la possibilité de poser vos questions à un expert, donc profitez-en. Pour cela, vous avez deux possibilités, poser vos questions dans la zone de chat ou encore mieux, allumer votre webcam pour pouvoir interagir en direct. J'avais une question tout à l'heure de Jean-Luc qui dit comment connaître l'éventail des aides, prêts, financements dont peuvent bénéficier les TPE, PME qui souhaitent s'implanter à l'international, Monsieur Brunin. Alors, il y a deux choses. Il faut faire clairement le distinguo entre l'implantation et la création d'une entreprise sur fonds propres, sur capitaux personnels à l'étranger, et l'implantation ou le développement d'une activité dans le cadre d'une entreprise préexistant ou existant déjà en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la création ex nihilo d'une entreprise, vous arrivez avec vos économies, avec votre projet, vous avez dit je veux m'implanter dans tel pays, qu'est-ce que je peux faire? J'ai parlé effectivement de cette aide de la PFE, qui est une aide de la COFAS, mais je vous en ai montré implicitement toutes les limites. 20 000 euros, c'est pas vraiment pas grand-chose. En plus, c'est ciblé sur un certain nombre de pays. Après, comme je disais, c'est fonction du pays dans lequel vous allez être, que vous allez pouvoir interroger les différents relais sur les outils financiers disponibles. Capital risque éventuellement, business angels éventuellement, business booster, facilité ouverte par les aides publiques locales. J'évoquais l'aide du gouvernement chilien, les aides du gouvernement marocain. Dans un certain nombre de pays, ou dans la majorité des pays, il y a des petites aides ouvertes à la création d'entreprises auquel un entrepreneur étranger peut bénéficier. Donc ça, c'est véritablement le recensement entre guillemets local dans le pays d'accueil qui permet de voir ce qui peut être fait. L'ensemble des éléments éventuellement que les banques en termes de prêts bancaires, en termes de couverture financière peuvent apporter. Et là, si on a bien entendu une couverture bancaire en France et que la banque française a son réseau, a son correspondant, ça permet de faciliter les relations parce qu'il y a forcément des prises de garantie, il y a forcément des niveaux d'analyse de risque qui sont concernés. Et puis vous avez toutes les aides en France qui permettent à une entreprise de développer son activité commerciale et son activité d'exportation, voire d'investissement et d'implantation, qui sont ouvertes. Là, il n'y a pas 36 000 aides aujourd'hui. La majorité des aides proviennent de deux réseaux. C'est le réseau de la COFAS et c'est le réseau OSEO. Vous allez avoir les banques, vous allez retrouver également un certain nombre d'aides éventuellement des régions de France sur un certain nombre de volets de la stratégie à mettre en œuvre, mais les principales aides sont les aides de la COFAS, financement de première approche
de l'exportation d'un pays, prise en charge des coûts d'approche, donc prospection commerciale, logistique, participation à des salons. Oseo va avoir la même dynamique avec aujourd'hui des prêts à l'export qui sont extrêmement faciles, en tout cas remplir le dossier est extrêmement facile parce que tout ça se fait en ligne, mais si votre entreprise est trop récente ou si elle a moins de 3 années d'existence ou si son niveau d'autofinancement, la capacité en fonds propres est un peu limitée, ça sera peut-être un petit peu difficile, mais COFAS, Oseo, les deux éléments clés du dispositif, les aides régionales en France. Si vous voulez recruter un VIE par exemple et que vous êtes dans les régions des Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire finance 100% du coût du VIE, ce qui est quand même assez remarquable. Et là, je dis bien, COFAS, Oseo, c'est si effectivement on est sur une stratégie de développement d'une entreprise qui existe déjà en France. Si on est sur une création ex nihilo d'un projet personnel individuel, malheureusement, il y a quasiment rien, et ce sont des financements locaux dans les pays. Alors, vous avez plusieurs sites internet qui vous permettent de mieux naviguer dans tout ça. Vous avez un site qui rassemble toutes les aides françaises qui s'appelle Sémaphore, comme le sémaphore, qui vous permet à la fois de rentrer votre secteur d'activité, votre lieu géographique, le type d'aide que vous recherchez, et ça va vous sortir toutes les aides nationales, régionales auxquelles vous pouvez bénéficier. Les sites, là, sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, sur les aides financières dont le lien a été affiché sur le chat, est un autre élément d'information important. Sur le site internet du Bifrance, vous allez aussi avoir une orientation sur ces financements, mais à nouveau, les cas de figure sont très différents entre le financement de l'exportation de produits français dans le cadre d'une entreprise, la création d'une filiale française dans le cadre là aussi d'une entreprise existant déjà en France, parce que les frais, la couverture des risques, voire éventuellement un certain nombre de financements d'approche peuvent être garantis par la COFAS ou peuvent être appuyés par Oseo, mais on est bien là aussi dans la création d'une filiale ou d'un bureau de représentation ou d'un bureau commercial d'une structure en France qui existe déjà. Par contre, à nouveau, si on arrive avec son projet et ses propres financements, là c'est localement où il faut véritablement regarder et mesurer ce qui est disponible. Le style qui insiste sur les aides en fait à l'étranger, là il y en a très peu finalement, ou il y en a pas du tout même, ou à part la PFE, sauf si quelqu'un connaît autre chose, à part la PFE, je ne connais, je n'en vois pas d'autres. Et par contre, c'est effectivement au Chili, au Cambodge, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, à Chicago, que l'on pourra voir ce qui existe localement et qui peut être utilisé à la fois aide publique, contribution financière par des acteurs financiers locaux, banques, capital risque, fonds de développement, ça peut être éventuellement même du microcrédit dans un certain nombre de pays, mais là on est véritablement sur des situations spécifiques et de la caractéristique extrêmement locale. Très bien, merci beaucoup. JM Deden, je suis ravie que vous ayez pu du coup allumer votre webcam. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on vous entend? Allô? Vous m'entendez? Parfait. On vous entend très bien, n'hésitez pas bienvenue, écoutez, présentez-vous, dites-nous un petit peu votre parcours et vos questions ou partagez votre expérience. Mon nom c'est Jean-Marc Deden, je suis à Los Angeles depuis 2006. Auparavant, en fait, je travaillais dans l'informatique en Île-de-France jusqu'à 2006, pendant 10 ans. Et partir aux États-Unis, c'était pour moi un projet de longue date, depuis l'âge de 18 ans. Ça m'a pris un peu de temps pour préparer ce projet, notamment à travers différentes expériences professionnelles où j'ai fait en sorte de travailler dans des sociétés américaines de manière à comprendre et à appréhender effectivement la manière dont on fait du business aux États-Unis. Donc ça m'a aidé. Et en 2006, j'ai profité d'un plan économique et social pour quitter ma société
avec un certain package pour monter ma société aux États-Unis. À l'époque, beaucoup de personnes me conseillaient de démarrer l'entreprise dès le départ et j'ai préféré en fait adopter une stratégie qui est, avant de démarrer, je veux comprendre le pays dans lequel je vais m'insérer. Donc je suis retourné à l'école. Je suis passé en fait dans une école commerciale de UCLA pendant 2 ans, de manière, pour une première chose, apprendre et améliorer mon anglais commercial, et deuxièmement, apprendre le métier d'entrepreneur dans le pays d'accueil dans lequel je voulais m'insérer. En suivant cette approche, ça m'a permis non seulement d'améliorer toutes les connaissances que j'ai indiquées, mais également de profiter de ce temps pour développer un réseau qui m'a par la suite en fait aidé dans la création de mon entreprise. Et je pense que ça a été stratégique dans le sens où, certes, ça m'a coûté 2 ans d'investissement, mais le temps gagné par la suite à la découverte de ce réseau, la compréhension de la culture, ça c'est, on l'a mentionné plusieurs fois, ça c'est un point très important. On peut avoir un très bon produit, on peut avoir un bon concept, mais si on ne comprend pas la culture et pourquoi les gens consomment d'une certaine façon, pas d'autre, ben, son projet il aura du mal à aboutir. Et ce que j'ai fait également, c'est de m'entourer à la fois d'un réseau francophone, mais également du pays. On pourrait voir effectivement certaines différences à ce niveau-ci. Donc j'ai adhéré à différentes chambres de commerce, y compris les chambres qui sont locales. Et il existe aussi des associations d'anciens entrepreneurs à Los Angeles, aux États-Unis, qui s'appellent SCORE par exemple, où ce sont des retraités entrepreneurs qui apportent leurs conseils gratuitement aux gens qui vivent dans la ville, que ce soit sur des aspects commerciaux, marketing, légaux, fiscaux, etc. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller vers ces gens qui ont un regard assez intéressant sur la culture et comment y arriver. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que on peut passer beaucoup de temps à créer un business plan, à faire des recherches, tout ça c'est important. Mais le plus important pour étudier effectivement la faisabilité du concept, c'est de tester. On crée quelque chose, un concept, on le teste, on réitère et éventuellement on revient vers son business plan pour commencer éventuellement à lever des fonds. Aux États-Unis, les investisseurs commenceront à vous prêter de l'argent quand ils voient que non seulement le produit a été ou le service a été testé, que ça a commencé à générer un certain revenu et que vous voyez effectivement un certain potentiel. Et dernier point, trouver une niche sur laquelle on va se spécialiser. On peut avoir au départ envie de distribuer un produit sur tous les États-Unis et généralement c'est souvent lié à un échec. Autant démarrer sur un produit, une ville, avec une clientèle bien déterminée. Et après 3 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, je dirais que la connaissance de ce qu'ils appellent target market, le client idéal et la zone dans laquelle on veut s'insérer, c'est probablement l'un des points les plus importants en tant qu'entrepreneur, qu'il ce soit en France ou à l'étranger. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question de Fanny Jean-Marie qui dit est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'organisme et à limite même l'inscrire dans le chat l'organisme dont vous avez parlé. Vous voulez réagir, Monsieur Brunin, à ce qu'a dit Jean-Marie ou... Non, c'est un témoignage extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il concerne les États-Unis, que c'est un environnement extrêmement particulier, les règles juridiques, l'encadrement juridique, réglementaire est extraordinairement complexe. Tout aux États-Unis a une conséquence ou peut avoir des conséquences juridiques parfois extrêmement importantes. Donc c'est un témoignage extrêmement intéressant parce que c'est un pays dont l'activité économique, en même temps que le style de vie, les conditions de vie
peut être extrêmement ou est encore aujourd'hui extrêmement attirant pour beaucoup de gens qui se disent si je vais partir aux États-Unis ou si je pouvais partir aux États-Unis, mais ça fait partie aussi des expériences extrêmement compliquées. Et là, on a un très beau témoignage avec une réussite, avec un parcours très construit et c'est extrêmement intéressant. Merci. Il y a pour ceux qui souhaiteraient partir à Los Angeles, c'est là où je me situe. En ce moment, en termes d'opportunités, je vois beaucoup de projets vers l'export. Les États-Unis souhaitent en ce moment se développer et accentuer cet aspect pour redévelopper leur activité économique. Donc, ils investissent énormément vers des sociétés qui veulent exporter vers l'Asie, vers l'Amérique du Sud, la Corée. Ils viennent de signer un accord de free agreement entre la Corée du Sud et les États-Unis. Donc, il y a énormément de projets. Hong Kong, en ce moment, beaucoup de projets entre les États-Unis et la Chine. Donc, il y a des projets sur ce sujet, des gens qui auraient des idées intéressantes à exporter vers ces produits-là. Il y a des marchés. Los Angeles, en ce moment, est en train de se redévelopper comme étant l'une des, peut-être la deuxième capitale en termes de développement de start-up dans le domaine technologique. Donc, on voit beaucoup de projets passer sur ce sujet dans le domaine tout ce qui est industrie du verre également. Beaucoup de gens viennent à Los Angeles en pensant effectivement qu'ils vont se lancer dans le domaine de l'entertainment, qui est un domaine intéressant mais très compétitif, où les places sont très chères. Donc moi je dirais aux personnes qui souhaitent éventuellement s'installer dans le sud de la Californie de viser peut-être des startups ou de s'adresser ou de s'associer avec des gens qui veulent développer des startups dans le domaine tout ce qui est mobile, tout ce qui est marketing, tout ce qui est paiement en ligne. Il y a tellement de projets sur ce sujet-ci, ou éventuellement de rentrer sur ce sujet de l'exportation. Ce que j'ai noté également aux États-Unis, c'est que tant qu'on apporte une valeur ajoutée au pays, à la ville dans laquelle on se situe, les choses sont beaucoup plus faciles. Si on arrive en se disant, ben moi je viens et voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai fait dans le pays où j'étais auparavant, les Américains ils seront moins intéressés. C'est d'abord eux et éventuellement vous construisez par la suite. Ce qui est intéressant, là je vais rebondir un petit peu, c'est vrai que sur les États-Unis, comme dans beaucoup de pays, il y a une multitude de possibilités, de marchés de niche, de positionnement de niche pour se développer et créer de l'activité. Tout ce qui tourne autour forcément des TIC, NTIC, biotechnologie, nanotechnologie, technologie innovante. Il y a en plus, on a en plus la chance d'avoir aux États-Unis des structures d'accueil, des incubateurs, des associations d'entrepreneurs qui sont là pour accueillir, aider à l'organisation, aider au démarrage, assurer véritablement le démarrage de l'entreprise, y compris avec une innovation dans le montage financier ou une facilité à lever des fonds qui est assez, qui est véritablement une des caractéristiques des États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de déjeuner avec le gouverneur de l'État de l'Illinois qui était de passage à Paris et clairement son souci il était double. C'est comment est-ce que je veux attirer des entreprises et des entrepreneurs français en Illinois, mais je veux aussi trouver des débouchés pour mes exportations américaines de façon plus importante. Et ça, je crois que c'est notre directrice de Chicago me le faisait remarquer. C'est peut-être dans l'approche américaine aujourd'hui un signal un peu nouveau. Oui, je veux exporter mes produits, mais je veux aussi accueillir de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises étrangères sur mon sol. Et je crois que c'est un signal de l'ouverture des États-Unis extrêmement intéressant et sur lequel ou à partir duquel beaucoup d'expatriés potentiels peuvent avoir à gagner.
Merci beaucoup Jean-Marie pour tous vos bons conseils, je pense qu'ils sont vraiment très appréciés. Alors, il nous reste 20 minutes, donc n'hésitez pas à en profiter pour poser toutes vos questions, c'est le moment ou jamais, et on peut encore prendre, je pense, au moins une intervention. Si vous voulez intervenir en webcam, il vous suffit de cliquer sur allumer ma webcam et de suivre les instructions. Sinon, posez vos questions dans la zone de chat et je les relayerai. J'avais une question tout à l'heure de Gilles qui va s'adresser un petit peu à vous tous. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avant de partir? Et sinon, moi j'avais une question aussi qu'a soulevé d'ailleurs Jean-Marie, mais sur les États-Unis, mais est-ce que sinon il y a peut-être ça serait ça, Monsieur Brunin, est-ce qu'il y a des secteurs porteurs en fait sur lesquels il est bien d'aller et qui sont identifiés pour s'installer dans tel ou tel pays? Voilà, si vous avez des conseils. Donc les erreurs à ne pas commettre et les secteurs porteurs. Je vais vous laisser la parole, Anne-Christelle, peut-être si vous avez des conseils sur les erreurs ou les secteurs d'activité. Alors moi je pense qu'il faut alors les erreurs à ne pas commettre, il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut pas mal observer ce qui se fait. Il faut arriver déjà en état d'observation pour pouvoir justement vérifier quels sont les créneaux qui vont être porteurs. Parce que se lancer en entreprise en ayant juste son idée en tête et puis pas savoir ce dont le pays a besoin, ben là on va droit dans le mur. Donc ça c'est la première des choses. Et puis si on n'est pas encore dans le pays, essayer de prendre un maximum de contacts en amont. Je sais que c'est pas facile parce que c'est vraiment quand on est sur place qu'on arrive à observer et puis à faire du réseautage. Mais si on a déjà juste le projet de partir et puis de se dire bah moi je voudrais m'établir dans ce pays et faire telle et telle chose, essayer de prendre des contacts avec des gens par exemple qui sont déjà sur place, voir avec les chambres de commerce. Essayer de voir aussi est-ce que il n'y a pas éventuellement avec les ordres, je parlais tout à l'heure des ordres professionnels sur le chat, se renseigner par rapport aux ordres et voir comment les gens procèdent par rapport à certaines catégories, par rapport à certains secteurs d'activité. Et puis après, en termes de des créneaux porteurs, moi je pense que les nouvelles technologies, c'est encore, en tout cas au Canada, là, c'est, il y a pas photo. Le domaine de la santé aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup en termes aussi de services à la personne, ça se développe énormément. Et puis, oui, voilà. Ce serait ça pour moi. Très bien, merci beaucoup. Style, vous n'êtes pas encore peut-être parti, mais peut-être que vous avez quand même des conseils à donner sur les erreurs à ne pas commettre. Moi, je suis pas encore implanté, contrairement à Anne-Christine ou à Jean-Marc, c'est ça, ou Jean-Marie, je sais plus. Jean-Marc. Jean-Marc. Je suis en train de préparer mon expatriation et mon implantation, et en même temps préparer la création de mon entreprise là-bas. Donc, ce que je remarque, en fait, c'est plusieurs petites choses, en fait, un peu basiques, finalement. La première chose, c'est partir avec les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, et pas avoir d'a priori. Avoir une idée, ça c'est sûr, parce que si on arrive, c'est ce que je disais sur le chat, si on arrive en se disant, bah tiens, ça a l'air chouette ici, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour créer une entreprise? Là, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps, ça va être un peu compliqué, et puis on va être dans le flou parce qu'il faut pas oublier que l'expatriation, c'est un processus qui, en tout cas, moi, m'apparaît assez long. Donc, la création d'entreprise et le fait qu'elle se développe, c'est assez long aussi. Donc, si on cumule les deux unités de temps, on est parti pour des années et des années à ne rien faire finalement. Ne jamais oublier non plus que ce qu'on doit faire, c'est toujours répondre à un besoin du pays. Sur le chat, je disais ne jamais reproduire ce qu'on vit chez nous. C'est-à-dire que ce qui marche ici en France ou en Europe ou dans un référentiel qui est connu, c'est à peu près sûr que ça marche pas ou pas tout à fait de la même manière ou pas du tout de la même manière dans le pays où on va. Et alors, a fortiori si culturellement le pays est très éloigné du nôtre. C'est évident que si on va s'installer en Suisse ou je sais pas moi dans un pays francophone en Belgique,
Bon, ça sera un petit peu plus facile parce que nos référentiels sont à peu près, enfin sont similaires, sont pas les mêmes mais sont similaires. Mais si on va aux États-Unis, c'est déjà plus compliqué. En Amérique du Sud, c'est une autre histoire. Et en Asie, je vous en parle même pas parce qu'il y a en plus le problème de la langue qui est pas du tout maîtrisable a priori, enfin en tout cas avant d'y être. Et puis la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est alors c'est pas parce que c'est ce que j'ai fait que c'est bien, hein, mais ce que je remarque, c'est que en pratiquant comme ça, moi ça me permet de garder la tête froide, c'est d'être hyper méthodique dans son projet de création, c'est-à-dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas prendre ses rêves pour des réalités, rester les deux pieds sur terre. Moi, j'aime bien l'idée du business plan. La seule nuance que j'y mettrais, c'est que j'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je crois à une idée, à un test, et derrière une rationalisation de ce test pour valider la pertinence à la fois économique et puis la pérennité du projet. Et si on a réussi à faire ça à petite échelle, on peut commencer à grossir. Alors moi, ce que j'ai remarqué en Asie, par exemple, c'est qu'ils aimaient bien faire plutôt que de penser. Et c'est très amusant parce qu'en France, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire que dans toutes les formations à la création d'entreprise, on vous apprend plein de choses, on vous met des couches et des couches et des couches de savoir qui ne deviennent jamais des compétences, d'ailleurs. Et puis ensuite, on vous dit, bah, à vous de jouer. Et puis vous êtes là avec toutes vos couches de compétences, enfin de connaissances, puis vous savez pas quoi faire. En fait, en réalité, vous avez même perdu l'idée en cours de route parfois. Moi, ce que j'ai remarqué au Cambodge, par exemple, c'est que j'ai eu une idée un jour à Phnom Penh, en me baladant dans les rues, d'aller faire visiter tous les marchés de Phnom Penh de l'intérieur et pas de l'extérieur, vraiment d'aller rencontrer les gens dans les petits restos, dans les petites boutiques, chez les petits coiffeurs, etc., ce que les touristes ne font jamais. Et je suis allé voir mon responsable d'hôtel où je logeais, en fait, et je lui en ai parlé. Il m'a dit, bah d'accord, écoute, tu m'écris un mail, voilà, et puis si tu veux, on peut commencer à tester ça demain. Et puis le lendemain, on est allé voir ensemble des clients de l'hôtel et on leur a dit, bah voilà, on vous propose pour $30 pour la journée d'aller vous balader dans les marchés, banco, on essaye. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché, mais au moins c'est une façon de. Enfin, je sais pourquoi ça n'a pas marché, donc je sais que les limites, voilà, et je sais où sont les limites et ça me permet d'avancer. En fait. C'est ça qui est intéressant. Donc priorité au test, voilà. Et priorité au faire plutôt que de penser et puis de se dire que c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Jean-Marc, je suis désolée, je vous ai appelé Jean-Marie tout à l'heure. Vous avez déjà parlé des secteurs d'activité. Si, en 2 mots, parce qu'on va essayer d'accélérer un petit peu vu que c'est la fin, les erreurs à ne pas commettre. Ben en fait, j'ai pas d'autres informations à rajouter en dehors de ce qui a déjà été indiqué. Moi, ce que je dirais pour les gens qui ne sont pas encore prêts à partir, c'est de développer un réseau à travers Internet ou les ressources disponibles dans le pays en France. Avant de partir, j'ai passé un maximum de temps avec des Américains qui sont basés à Paris, de manière à commencer à pratiquer l'anglais, à comprendre un petit peu leur environnement. Il y a beaucoup d'expatriés qui sont basés dans les différentes régions où on vit en France, qui peuvent vous apprendre énormément, vous passer des contacts, vous donner des conseils, et ça peut beaucoup aider. Donc j'ai mis sur le chat quelques sites tels que Meetup, où on peut trouver des expatriés américains ou étrangers basés en France. Le vôtre, vous pouvez également, mais il y a également une communauté forte d'expatriés qui, aujourd'hui, en fait, quand ils vont en France, ils ont pour intérêt de non seulement apprendre la culture, la langue, de travailler dans le pays, mais ils sont toujours prêts à échanger des ressources, à échanger de leur expérience, et surtout quand on vient vers eux en leur disant, en échange d'1 heure de pratique de la langue française, vous pouvez m'apprendre sur votre pays. Et ça, ils sont prêts à le faire de manière volontaire. Et ça peut aider dans le futur. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Brunin, des petits conseils sur les erreurs à ne pas commettre et sur les secteurs porteurs, soit par pays, soit vraiment des secteurs porteurs dans le monde. Les secteurs porteurs dans le monde aujourd'hui, on les voit
assez clairement, c'est tout ce qui permet de gagner du temps. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la communication, de la portabilité de la communication, la portabilité de l'information, donc tout ce qui tourne autour du numérique, c'est tout ce qui tourne autour des énergies, économie d'énergie, énergie renouvelable, ou là que ce soit du solaire, du photovoltaïque, de l'utilisation des algues, les gaz divers et variés, donc tout ce qui tourne autour de l'économie d'énergie et des sources d'énergie alternatives, tout ce qui tourne et également, alors là, en termes de débouchés pour des produits français, il y a aujourd'hui dans de très 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 nombreux pays un véritable appétit pour du made in France. Et le made in France, c'est pas seulement le luxe. C'est bien sûr le luxe, mais c'est aussi et surtout tout ce qui concerne les produits agroalimentaires, tout le secteur agro-industriel, où là il y a une vraie attente de produits et de savoir-faire français. Dans les créneaux qui sont également très souvent encore aujourd'hui en potentiel à l'étranger, tout un domaine, tout ce qui tourne autour de la logistique. Parce que la circulation, la distribution des biens et des biens de consommation en particulier est un domaine extrêmement important. Donc tout ce qui tourne à la fois autour de la distribution et autour de la logistique, là on a encore des secteurs porteurs. Et il faudrait prendre en fait pays par pays pour regarder effectivement dans quelles sont les activités, les domaines les plus importants. Sur l'Algérie aujourd'hui, tout ce qui tourne sur le secteur de la construction, des machines à la construction, des machines pour le BTP, au Pérou, tout ce qui tourne sur le secteur lié à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et tout ce qui tourne autour de l'activité minière et de développement des carrières. Ce sont autant de possibilités. Donc on le voit bien, il y a quelques grandes tendances, énergie, communication, tout ce qui tourne autour des produits innovants, tout ce qui tourne autour des produits à forte valeur ajoutée, nano, bio, technologie. Et puis après, on est vraiment sur chacun des pays, sur une analyse fine, une analyse en profondeur. Et aux entrepreneurs et aux entreprises, le seul message que l'on puisse faire passer, c'est de leur dire, si vous êtes déjà entrepreneur en France, vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question, où est-ce que mon produit, où est-ce que mon savoir-faire peut éventuellement avoir des débouchés nouveaux. Avec la croissance que l'on a en Europe, ou je vais plutôt dire avec la très faible croissance, si pas l'absence de croissance tout court qu'on va connaître en France et en Europe pendant encore au moins 2-3 ans, la pérennité du développement des entreprises, la pérennité du développement, voire de la pérennité tout court des entreprises, elle est sur les marchés étrangers. J'ai un savoir-faire, j'ai une idée, effectivement, je me pose la question, où est-ce que je peux la développer, où est-ce que je peux vendre mes produits, je le teste. On est là pour ça avec les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, avec les bureaux UBI France, avec l'ensemble des relais qui peuvent exister, le secteur privé, les chambres de commerce locales. On teste et on développe. Donc systématiquement se poser la question, où est-ce que j'ai quelque chose à faire. La seconde chose, alors là, sur peut-être l'erreur principale que moi à ne pas commettre, que je retiendrai, parce que tout ce qui a été dit s'applique tout à fait. À mon sens, l'erreur principale à ne pas commettre quand on est français, c'est d'arriver en disant je suis français égale je suis attendu. Parce que je suis français. Parce que derrière moi, j'ai des siècles de culture, de littérature, de cinéma, la Tour Eiffel et les plus beaux paysages du monde. On va m'ouvrir les portes et je suis attendu. Donc, arriver toujours avec beaucoup de confiance en soi, parce que si on n'a pas confiance en soi, on peut pas réussir, ça c'est évident, mais aussi une certaine humilité, une grande capacité d'écoute, pour effectivement comprendre ce que peuvent être les attentes, comprendre ce que peuvent être les besoins, et ne pas arriver en roulant les mécaniques dès le départ, parce que c'est un des meilleurs moyens
si pour utiliser une image très parlante, se tirer d'entrée de jeu une batte dans le pied et on se fait refermer les portes de ceux et de celles avec qui on veut travailler. Et ça, c'est quand même aujourd'hui, il faut le savoir, il y a une attente de produits France, il y a une aspiration à consommer français, il y a une aspiration à bénéficier des savoir-faire français un peu partout dans le monde, mais attention à ne pas arriver en roulant des mécaniques, c'est quand même souvent un de nos gros défauts. Merci beaucoup pour tous ces très très bons conseils. Alors, il nous reste vraiment que 5 minutes et il y a 2 questions que je ne vous ai pas posées. Donc vraiment, si vous pouvez y répondre assez rapidement. La première, c'est Philippe qui veut créer son entreprise au Vietnam en communication. Il perçoit apparemment des indemnités de chômage. Est-ce qu'il peut continuer à les toucher en étant expatrié? Et la deuxième, c'était Gaël qui disait, est-ce qu'une fois que l'entreprise est implantée à l'étranger, l'ouverture en France devient-elle facilitée? C'est bien, 5 minutes de questions pièges. Je me suis dit, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à passer à travers les questions pièges, et les 2 questions pièges dans les 5 dernières minutes, là, vraiment, vous n'êtes pas sympa. Sur les indemnités chômage, sauf erreur de ma part, non. C'est totalement impossible. Le cumul des indemnités, le cumul des activités est totalement interdit. Et s'il y a effectivement une création d'entreprise à l'étranger, il y aura perte des indemnités d'expatriés, des indemnités de chômage, pardon. En France, c'est possible de créer son entreprise et de toucher... En France, c'est possible, mais pas à l'étranger. Vous pouvez pas créer une structure à l'étranger, à mon sens. S'il y a un expert comptable sur le réseau là qu'il me démente, mais je ne crois pas. Sur la deuxième question, sur créer une entreprise en France quand on a déjà son entreprise à l'étranger, c'est bien entendu, oui, c'est facilité, parce que dans ces cas-là, on peut créer juste un bureau de représentation commerciale, on peut créer un bureau de liaison éventuellement, on peut même racheter une société en France, et la pyramide d'étage des entrepreneurs en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde, est telle qu'il va y avoir, et il y aura en France, beaucoup d'entreprises, et de belles entreprises, des PME, des PMI à reprendre, parce qu'elles n'auront pas de successeurs naturels. Et ça vaut aussi dans un certain nombre d'autres pays à l'étranger où la pyramide des âges entrepreneuriale est un peu à l'identique ou est à l'identique de la nôtre, et ça ouvre beaucoup de capacités. Et donc oui, c'est facilité dans ce cadre-là, quand on a, bien entendu, ça c'est quand même le préalable, réussi son expérience et son activité d'entrepreneur à l'étranger avant de vouloir se réimplanter sur la France ou de se développer sur la France. Merci beaucoup, 2 minutes top chrono, c'était parfait. Écoutez, il nous reste 3 minutes, donc on va conclure. Écoutez, ces 2 heures sont passées très très rapidement. J'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos questions et je vois qu'il y a eu beaucoup de réseautage durant ce rendez-vous, c'est aussi l'objectif. Donc merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien et si vous pouviez juste poster un feedback dans le lien que je vous indique. C'est pas le gros bouton feedback qui est très trompeur sur la droite en orange. C'est vraiment un onglet juste à côté du live. C'est indiqué feedback. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce rendez-vous, à nous encourager ou à nous donner également dans l'onglet idées des idées pour des prochains rendez-vous. Je vous donne aussi rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas encore créé, mais le 24 mai, donc comme je vous ai dit, on recevra CiviWeb pour parler des VIE. Merci aussi à OpiNews pour nous permettre d'utiliser cette superbe solution de partage et de vidéo et de webconférence. Enfin, merci à tous les participants pour leur partage d'expérience. C'est vraiment ce qui fait la richesse de ces rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je laisse le mot de la fin à Monsieur Brunin, que je remercie vraiment beaucoup pour sa présence et pour tous ses bons conseils et cette très intéressante conférence. Merci à tous et à bientôt. Quelques mots pour conclure. D'abord, c'est à moi vraiment de vous remercier.
vous ici à Paris et vous tous ceux et toutes celles qui ont partagé avec nous ces 2 heures. Je crois qu'on a dû être pas très loin de 430, 440 participants. Donc je ne sais pas si c'est le record, mais on doit certainement s'en approcher. Le message que je voudrais surtout faire passer à vous qui êtes déjà entrepreneurs à l'étranger, français à l'étranger, c'est faites-vous entendre. Faites-vous entendre, partagez vos expériences, n'hésitez pas à solliciter les institutions françaises. Nous, en tant que Chambre de commerce française à l'étranger, on fait partie de ces institutions, mais on n'est pas les seuls. Les ambassadeurs, les conseillers du commerce extérieur de la France, vos sénateurs, les futurs députés des Français de l'étranger. Faites-vous entendre, faites porter votre voix, faites passer vos messages, faites passer vos solutions, parce que une partie des solutions qui permettront peut-être aussi à la France, à l'économie française de retrouver de la croissance, de retrouver de la dynamique, c'est par vous à l'étranger, en s'inspirant de ce que vous faites et peut-être en copiant certaines des initiatives, certaines des innovations que vous allez développer. Donc faites-vous entendre, comme je le disais, vous faites partie du rayonnement de la France, et je crois que trop peu souvent en France, on le sait, on ne le connaît pas, on pense que l'expatrié français, c'est trop souvent l'exilé fiscal que l'on présente trop souvent dans les médias français. L'exilé fiscal, c'est une infime proportion de ces 2,5 millions de Français résidant à l'étranger, et c'est véritablement le message. Faites-vous entendre, c'est vous qui avez la chance et la possibilité de nous faire progresser.